En 12 mois, la demande mondiale de lithium bondit de 50%, fracturant brutalement un équilibre sahélien déjà fragile. Alors que l'Afrique ne fournit qu'environ 5% de la production mondiale, cette tension transforme une pénurie technique en vulnérabilité géopolitique durable. Que signifie réellement ce décalage pour les décisions d'Ibrahim Traoré et pour l'avenir institutionnel du Burkina Faso ? Une bascule discrète redessine silencieusement les rapports de force. La promesse de cette analyse est simple: comprendre comment une tension chiffrée, apparemment lointaine, devient un test de solidité nationale. L'enjeu central se formule ainsi: reprendre le contrôle des ressources pour réduire une vulnérabilité structurelle. Le récit ne cherche ni l'éloge ni la condamnation, mais l'explication des mécanismes à l'œuvre à partir des seuls éléments présents dans le contenu de référence. Ce qui est en jeu dépasse une fluctuation de marché. Lorsque la demande mondiale de lithium progresse de 50% en un an, chaque décision institutionnelle prise dans un pays producteur potentiel acquiert une portée démultipliée. Les choix administratifs, les cadres de gouvernance et même les signaux symboliques cessent d'être neutres. Ils deviennent des indicateurs scrutés par des acteurs économiques, diplomatiques et régionaux. L'analyse s'attachera donc à relier 3 niveaux: les données globales, les ajustements institutionnels internes et leurs répercussions narratives. Une question traverse cette analyse. Un geste présenté comme technique peut-il réellement infléchir une trajectoire géoéconomique ? La réponse n'est ni immédiate ni binaire, mais elle éclaire la profondeur des tensions actuelles et prépare le terrain pour comprendre la suite du raisonnement. Un élément saute aux yeux. En un an, la demande mondiale de lithium augmente de 50%, tandis que l'Afrique n'en produit qu'environ 5%. Cet écart, longtemps perçu comme théorique, devient soudain un facteur actif de reconfiguration politique et institutionnelle dans le Sahel. Pour comprendre pourquoi ce différentiel compte autant, il faut replacer le Burkina Faso dans une architecture plus ancienne. Depuis des décennies, les chaînes d'approvisionnement internationales captent l'essentiel de la valeur issue des ressources africaines, laissant aux États producteurs une marge réduite et instable. Ce déséquilibre n'est pas nouveau, mais il a été rendu tolérable tant que la demande mondiale restait relativement prévisible. La hausse rapide du lithium change la donne. Ce qui était une fragilité latente devient un point de pression. Dans ce contexte, chaque décision interne cesse d'être strictement domestique. Les ajustements institutionnels, même présentés comme techniques, sont interprétés à travers le prisme de la compétition géoéconomique. C'est ici que la trajectoire d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Ces choix s'inscrivent dans un moment où le contrôle des ressources critiques vaut autant que le contrôle du récit qui les entoure. La souveraineté ne se joue plus uniquement sur le terrain ou dans les textes juridiques, mais aussi dans la manière dont ces décisions sont perçues et relayées. Le contexte sahélien ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les zones frontalières, riches en minéraux stratégiques, concentrent à la fois des enjeux sécuritaires et économiques. Les rivalités régionales, les présences militaires et les intérêts industriels s'y superposent, créant un environnement où les signaux faibles prennent une importance disproportionnée. Un microdécalage administratif peut alors être lu comme l'ouverture d'une brèche plus large. Ainsi, le décor est posé, une demande mondiale sous tension, un continent structurellement sous-valorisé et un État confronté à la nécessité de redéfinir sa marge de manœuvre. La question suspendue au début trouve ici un premier éclairage, sans encore livrer toutes ses implications. L'un des moyens les plus clairs de saisir la portée des réformes consiste à observer ceux qui les mettent en œuvre loin des tribunes officielles. Dans des bureaux modestes, des administrateurs burkinabés voient leur rôle évoluer. Longtemps cantonnés à appliquer des procédures définies ailleurs, ils deviennent progressivement des relais décisionnels, responsables d'arbitrages concrets et mesurables. Ce déplacement, discret mais réel, modifie leur quotidien. Davantage d'initiatives, une responsabilité élargie et surtout le sentiment de participer à une architecture institutionnelle en reconstruction. Ce changement ne se limite pas au centre administratif. Sur le terrain, des équipes civiles impliquées dans la surveillance territoriale perçoivent une inflexion comparable. Les décisions nationales gagnent en lisibilité, ce qui renforce leur légitimité opérationnelle.
Là où prévalait une dépendance à des structures extérieures, l'autorité locale commence à s'affirmer comme référence première. Cette évolution reste fragile, mais elle transforme la manière dont ces acteurs interprètent les tensions croissantes autour des zones riches en ressources critiques. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme un point de convergence symbolique. Les orientations qu'il incarne donnent un cadre à ces ajustements dispersés, sans en effacer les incertitudes. Les acteurs locaux ne lisent pas ces réformes comme une rupture brutale, mais comme un recentrage progressif, destiné à redonner cohérence à un système longtemps fragmenté. Les premiers impacts sont donc perceptibles avant même toute évaluation macroéconomique. Ils se manifestent dans les pratiques quotidiennes, dans la redéfinition des responsabilités et dans la manière dont l'action publique est perçue. En somme, quand les acteurs locaux changent de rôle, l'équilibre institutionnel commence déjà à bouger. Avant le déclencheur, le cadre paraissait stable, presque routinier. Les équilibres institutionnels existaient, appuyés par des financements et des dispositifs venus de l'extérieur, et la lecture internationale du Burkina Faso s'inscrivait dans un registre connu. Après le déclencheur, ce même cadre se met à glisser. La dissolution d'une commission électorale financée depuis l'étranger, geste administratif en apparence minimal, intervient précisément au moment où la demande mondiale de lithium bondit de 50% en un an. Le contexte transforme l'acte. Ce qui aurait pu rester technique devient immédiatement politique, puis géoéconomique. La montée s'opère en quelques heures. Les premiers échos médiatiques s'organisent autour de catégories. Familières, inquiétude démocratique, dérive autoritaire, fragilisation régionale. Les analyses circulent vite, reprises par des réseaux diplomatiques habitués à lire le Sahel à travers le prisme de l'instabilité. Cette rapidité crée un effet de plafond narratif. Le récit extérieur se fige avant même que les acteurs locaux n'aient le temps de formuler leur propre interprétation. Dans cet espace saturé, chaque mot, chaque silence, chaque geste est amplifié. Sur le terrain burkinabé, la lecture diverge. Les décideurs internes perçoivent l'événement comme un repositionnement destiné à reprendre la maîtrise d'un processus institutionnel jugé trop dépendant. Les administrations locales, déjà mises en avant dans les semaines précédentes, interprètent ce changement comme un signal de cohérence plutôt que comme une rupture. La divergence entre ces deux récits, externe et interne, constitue le cœur de la montée en tension. Ibrahim Traoré se retrouve alors au centre d'un faisceau d'interprétation qui dépasse largement l'intention initiale de la décision. La phase de résonance élargit encore le cercle. Les zones frontalières, notamment celles proches du Mali et riches en ressources critiques, deviennent des espaces nerveux. Les intérêts militaires, économiques et narratifs s'y superposent. Des opérations de sécurité maliennes contre des groupes armés à proximité de secteurs stratégiques attirent l'attention des observateurs régionaux. Les entreprises impliquées dans les chaînes d'approvisionnement en lithium commencent à réévaluer leurs hypothèses de risque. Les institutions internationales, de leur côté, réexaminent leurs partenariats, ajustant discours et prudence. À mesure que ces ondes se propagent, la figure d'Ibrahim Traoré acquiert une fonction de repère. Pour certains, elle cristallise l'idée d'un recentrage souverain. Pour d'autres, elle symbolise une prise de risque institutionnelle. Cette polarisation ne naît pas d'un affrontement frontal, mais d'un glissement progressif des cadres d'interprétation. Rien n'explose, tout se déplace. La séquence se referme sur un constat. Un geste discret a suffi à déclencher une chaîne d'événements reliant marché mondial, institutions nationales et perception internationale. L'avant et l'après ne se distinguent pas par un choc spectaculaire, mais par une modification durable à des lignes de force. C'est précisément dans cette continuité apparente que réside la profondeur du changement. Le point de départ est clair et chiffré. La demande mondiale de lithium progresse de 50% en un an, puis l'écart s'installe. Ce basculement rapide transforme un marché spécialisé en pivot stratégique et il agit comme une force de traction sur des régions jusque-là marginales. Autrement dit, le niveau initial de la demande mondiale ne permettait pas de mesurer la pression actuelle. La variation, elle, révèle une contrainte nouvelle qui s'impose aux États sahéliens. Pour commencer, retenons cette hausse de 50%.
Elle ne signale pas seulement une croissance industrielle, mais un changement de rythme, une accélération brutale qui convertit une ressource technique en enjeu de souveraineté. Lorsque la progression est aussi rapide, les cadres institutionnels existants sont mis à l'épreuve, car ils n'ont pas été conçus pour absorber une telle intensité de demande. Le delta entre l'ancien équilibre et le nouveau seuil crée une zone d'instabilité, où chaque décision nationale prend un relief inédit. Ensuite, regardons la part africaine dans la production mondiale, estimée à environ 5%. Là encore, le chiffre doit être lu dans son écart, non isolément. Un continent riche en réserves, mais pauvre en capture de valeur. Ce désalignement structurel révèle que la faiblesse ne tient pas à l'absence de ressources, mais à la configuration des chaînes de transformation et de gouvernance. Dans un contexte de demande explosive, cette asymétrie devient un multiplicateur de vulnérabilité plutôt qu'un simple retard économique. Enfin, à un niveau plus large, on observe la sortie annuelle de valeur brute du continent, estimée à près de 200 milliards de dollars sous forme de matières premières non transformées. Une hémorragie de valeur qui alimente dépendance et instabilité durable. Ce chiffre ne décrit pas spécifiquement le lithium, mais il éclaire le cadre général dans lequel s'inscrit sa montée en importance. Il montre que l'enjeu n'est pas seulement sectoriel, mais systémique. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. Le point de départ est un système extractif relativement stable, toléré malgré ses déséquilibres. Le delta correspond à l'explosion de la demande mondiale qui rend ces déséquilibres visibles et politiquement sensibles. Dans cet intervalle, les États sahéliens sont contraints de réagir, non par choix idéologique, mais par nécessité structurelle. C'est dans cet espace que s'inscrivent les décisions observées au Burkina Faso. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne constituent pas un argument rhétorique, mais un environnement contraignant. Ils expliquent pourquoi des gestes institutionnels apparemment techniques sont interprétés comme des signaux stratégiques. Le marché mondial ne lit pas les intentions, il lit les écarts, entre production et potentiel, entre extraction et valeur, entre gouvernance héritée et gouvernance réajustée. Les données, souvent présentées comme neutres, deviennent ici actrices du récit. Elles encadrent les perceptions, orientent dans les analyses extérieures et limitent la marge d'ambiguïté des choix internes. En ce sens, la quantification ne clôt pas le débat, elle en fixe les frontières. Elle montre que la transition en cours n'est pas une réaction isolée, mais la réponse à une série de pressions mesurables qui ont franchi un seuil critique. La première lecture, largement dominante dans les analyses extérieures, affirme que la présence internationale constitue un rempart indispensable face à l'instabilité chronique du Sahel. Selon cet argument, les dispositifs sécuritaires et institutionnels financés depuis l'extérieur apportent une capacité logistique, technique et financière que les structures locales ne pourraient assumer seules. Dans cette perspective, toute remise en cause de ces cadres est interprétée comme une prise de risque susceptible d'aggraver les vulnérabilités existantes. La stabilité serait alors conditionnée au maintien de partenariats asymétriques, jugés nécessaires dans un environnement régional sous tension. La seconde lecture, relayée par de nombreux acteurs africains, repose sur un constat inverse. Elle souligne que des décennies de présence extérieure n'ont pas produit de réduction durable des violences, mais ont contribué à installer une dépendance structurelle. Les institutions soutenues de l'extérieur sont perçues comme des prolongements d'un modèle hérité, peu adapté aux réalités locales. La montée des tensions autour des ressources critiques renforce cette critique. La sécurité semble parfois servir autant des intérêts stratégiques externes que les besoins internes, brouillant la légitimité des dispositifs existants. Pour arbitrer entre ces deux positions, il faut revenir aux données évoquées précédemment. La hausse de 50% de la demande mondiale de lithium et la part africaine limitée à environ 5% de la production mondiale indiquent une asymétrie profonde entre potentiel et capture de valeur. Parallèlement, les flux annuels de matières premières quittant le continent sans transformation montrent que la dépendance économique reste élevée malgré l'architecture sécuritaire internationale. Ces éléments factuels affaiblissent l'idée selon laquelle la stabilité actuelle serait le produit direct de ces dispositifs. Cela ne signifie pas que l'alternative serait une rupture totale. L'enjeu réel se situe ailleurs, dans la capacité des États
à redéfinir les conditions de leur stabilité. Dans ce cadre, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un rejet systématique de l'extérieur, ni comme une adhésion aveugle à un modèle souverainiste abstrait. Elle s'inscrit dans une tentative de rééquilibrage, contrainte par des données mesurables plutôt que guidée par un choix idéologique pur. Au fond, un point central se dégage. Le débat ne porte pas sur la présence ou l'absence d'acteurs extérieurs, mais sur la manière dont les règles du jeu sont définies. Les faits n'imposent pas une réponse unique, mais ils limitent les options crédibles. C'est dans cet espace resserré que se joue l'arbitrage actuel. Jusqu'ici, l'attention semblait portée sur les chiffres, les dispositifs et les réactions extérieures. À ce point médian, une inflexion devient visible. Ce ne sont plus seulement les marchés ou les partenaires internationaux qui structurent la lecture des événements, mais les trajectoires internes elles-mêmes. Le cadre d'interprétation se déplace. Ce glissement est subtil, mais il modifie la hiérarchie des causes et des effets. Dans ce nouvel angle, les décisions institutionnelles cessent d'être des réponses défensives à une pression mondiale. Elles apparaissent comme des tentatives de redéfinition du centre de gravité politique. La souveraineté n'est plus présentée comme un slogan, mais comme un processus graduel, fait d'ajustements, de signaux et de cohérence interne. Ce déplacement explique pourquoi des gestes apparemment techniques prennent une portée symbolique disproportionnée. Ibrahim Traoré se retrouve au cœur de cette relecture, non parce qu'il impose un récit unique, mais parce que sa trajectoire contraint les observateurs à revoir leurs schémas habituels. Les analyses extérieures, longtemps dominantes, perdent leur évidence face à des dynamiques locales plus lisibles et plus assumées. Le récit n'est pas inversé, il est décentré. Ce point médian révèle ainsi une clé. Lorsque le centre d'interprétation change, les alliances, les risques et les anticipations doivent être recalculés. Ce n'est pas encore un aboutissement, mais un basculement de perspective qui conditionne tout ce qui suit. Les effets de la séquence observée se matérialisent d'abord au niveau de l'État. Les administrations centrales doivent gérer une double contrainte, affirmer une cohérence institutionnelle interne tout en absorbant une pression extérieure accrue. Les partenariats sont réexaminés, les cadres juridiques relus et les signaux envoyés sont pesés avec davantage de prudence. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un point de référence permanent. Chaque décision est interprétée à travers sa trajectoire, ce qui réduit la marge d'erreur mais renforce la lisibilité de l'action publique. L'État gagne en densité narrative, au prix d'une exposition plus forte aux critiques. Le deuxième cercle concerne les entreprises et les acteurs économiques. Les sociétés impliquées, directement ou indirectement, dans les chaînes d'approvisionnement en ressources critiques, ajustent leurs hypothèses. L'explosion de la demande mondiale de lithium, combinée à une production africaine limitée à environ 5%, accroît l'attention portée au cadre institutionnel. Les investisseurs ne réagissent pas uniquement au volume potentiel, mais à la stabilité des règles. Un environnement perçu comme plus souverain peut susciter à la fois de l'intérêt et de la prudence. Le résultat n'est pas un retrait massif, mais une phase d'attentisme stratégique où chaque signal compte. Le troisième cercle touche les citoyens. Dans les espaces urbains comme ruraux, la perception de l'action publique évolue. La possibilité d'un contrôle accru sur les ressources redonne une épaisseur nouvelle aux débats locaux. Les réformes, même abstraites, sont traduites en termes de dignité institutionnelle et de capacité à décider pour soi. Cette dynamique ne produit pas un consensus automatique, mais elle modifie l'axe de discussion. Les citoyens n'observent plus seulement les effets immédiats, ils interrogent la direction prise. Cette réorientation du regard constitue en soi une conséquence tangible. Le quatrième cercle s'étend à l'échelle régionale. Les pays voisins, confrontés à des tensions similaires entre sécurité, ressources et dépendance économique, suivent attentivement l'évolution burkinabé. Les zones frontalières, notamment celles riches en minéraux critiques, deviennent des laboratoires de ces recompositions. Les opérations de sécurité, les coopérations bilatérales et les discours politiques y prennent une valeur démonstrative. La trajectoire associée à Ibrahim Traoré circule alors comme un signal régional, observé, commenté et parfois instrumentalisé.
Pris ensemble, ces 4 cercles dessinent une réalité cohérente. Les conséquences ne sont ni immédiates ni uniformes, mais elles s'additionnent. L'État ajuste, l'économie observe, les citoyens réévaluent, la région compare. Ce faisceau d'effets montre que la séquence analysée ne se limite pas à un débat d'experts. Elle produit des répercussions concrètes, mesurables dans les pratiques, les attentes et les anticipations. La question ouverte au point médian trouve ici un premier paiement. Le changement de perspective entraîne déjà des effets réels, avant même toute stabilisation durable. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution de la situation peut être lue à travers 3 trajectoires plausibles. Aucune n'est certaine, aucune n'est figée. Chacune dépend d'arbitrages internes, de réactions extérieures et d'événements régionaux difficiles à prévoir. D'abord, une trajectoire plausible repose sur un rééquilibrage prudent. Les autorités poursuivent les ajustements institutionnels sans accélération brutale, tout en maintenant des canaux diplomatiques actifs. Les partenaires extérieurs adoptent une posture d'observation, parfois critique, mais globalement pragmatique. Les tensions frontalières persistent, sans basculer dans une escalade ouverte. Les investissements liés aux ressources critiques marquent une pause plutôt qu'un retrait. Dans ce cadre, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré reste sous surveillance, mais gagne en lisibilité. La stabilité est relative, fragile, mais suffisante pour consolider les structures internes. Dans une version plus favorable, une autre trajectoire suppose une convergence favorable. Les réformes institutionnelles produisent des effets de cohérence visibles, ce qui réduit l'incertitude perçue par les acteurs économiques. Les discussions autour des ressources critiques s'orientent vers des cadres plus équilibrés, renforçant la part de valeur locale sans rompre les partenariats existants. À l'échelle régionale, une coordination accrue limite les tensions sécuritaires dans les zones sensibles. Cette dynamique crée un cercle vertueux. La souveraineté institutionnelle devient compatible avec une intégration contrôlée aux marchés mondiaux. Le pays gagne alors en influence symbolique, et son positionnement est réévalué dans les forums régionaux. A l'inverse, une trajectoire de pression accrue envisage une réaction plus dure de certains acteurs extérieurs. Les décisions internes sont interprétées comme des signaux de rupture, entraînant un durcissement diplomatique et une contraction rapide des investissements. Les zones frontalières deviennent des foyers de tension plus visibles, augmentant le risque de dérapage sécuritaire. Le récit extérieur se rigidifie, accentuant la perception d'isolement. Dans ce contexte, la marge de manœuvre institutionnelle se réduit, et la transition s'enlise sous le poids des contraintes cumulées. Ces 3 scénarios dessinent un éventail cohérent de futurs possibles. La recommandation de méthode est simple. Si les ajustements internes se poursuivent, alors la priorité devrait être donnée à la cohérence et à la lisibilité. Clarifier les objectifs, stabiliser les règles et maîtriser le rythme des changements réduit le risque de malentendus coûteux. À défaut de prédire l'avenir, cette approche conditionnelle permet de limiter les trajectoires les plus défavorables et de préserver des options ouvertes. À ce stade, les recompositions analysées cessent d'être abstraites et commencent à toucher des publics précis. Le premier regard est celui des citoyens vivant sur le continent africain. Pour eux, les réformes engagées au Burkina Faso réactivent une interrogation ancienne. À quoi sert l'institution publique lorsqu'elle n'est plus seulement un relais de cadres définis ailleurs ? Le recentrage des décisions internes nourrit l'idée que la stabilité peut aussi passer par l'appropriation locale des choix collectifs. Cette perception ne dissipe ni les inquiétudes sécuritaires ni les difficultés économiques, mais elle redéfinit le rapport entre gouverner et gouvernant. La question n'est plus uniquement celle des résultats immédiats, mais celle de la direction prise. Le deuxième regard est celui de la diaspora burkinabé, placée à l'intersection de plusieurs récits. Exposée aux analyses extérieures souvent simplificatrices, elle observe en parallèle les dynamiques internes avec une attention particulière. Pour une partie de cette communauté, la transition en cours représente une tentative nécessaire de rééquilibrage après des décennies de dépendance structurelle. Pour d'autres, elle soulève des craintes liées aux tensions diplomatiques, aux mobilités et aux opportunités économiques. Ce positionnement intermédiaire confère à la diaspora un rôle de médiation. Expliquer, contextualiser, nuancer des lectures trop binaires du Sahel. Le troisième regard est celui des observateurs extérieurs, lecteurs
analystes ou décideurs éloignés du terrain. Pour eux, la séquence burkinabé agit comme un rappel. Les notions de stabilité, de partenariat et de souveraineté ne sont pas figées, elles évoluent avec les contextes et les rapports de force. Comprendre ce moment suppose d'accepter que les trajectoires africaines ne se laissent plus réduire à des grilles d'analyse héritées. Ces trois perspectives convergent vers un même point, ce qui se joue dépasse un pays ou une décision isolée. La transition devient une conversation plus large sur la manière dont les sociétés veulent être gouvernées et représentées. À ce niveau, chacun est concerné, non comme spectateur passif, mais comme participant potentiel à un débat en cours. Stabiliser une transition encore fragile suppose de passer du signal à l'architecture d'action. Une feuille de route cohérente peut être décrite en 5 leviers complémentaires, chacun définissant qui agit, quand et comment mesurer l'avancement sans ajouter de faits extérieurs aux éléments déjà observés. Commençons par ancrer la gouvernance locale. Redéployer les circuits administratifs vers des structures de proximité afin que les décisions souveraines produisent des effets visibles. Le critère de mesure n'est pas l'annonce, mais la capacité des relais territoriaux à décider et à rendre compte. Puis, sécuriser les zones sensibles, renforcer la coordination interne dans les espaces frontaliers où se superposent enjeux sécuritaires et ressources critiques. L'objectif est de réduire l'incertitude opérationnelle et de limiter les lectures externes alarmistes en privilégiant la cohérence des actions. Ensuite, rééquilibrer les partenariats économiques, relire les cadres existants pour ajuster la capture de valeur locale sans viser l'isolement. La mesure du succès tient à la stabilité des règles et à la prévisibilité perçue par les acteurs économiques. Par ailleurs, unifier le récit national, clarifier les objectifs, réduire les zones d'ambiguïté et répondre rapidement aux interprétations simplificatrices. Une narration cohérente protège la transition contre les glissements de perception. Enfin, consolider les alliances régionales, harmoniser les politiques avec les voisins afin de transformer une trajectoire nationale en dynamique collective. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme l'unique moteur, mais comme un point d'orientation qui donne lisibilité à l'ensemble. La feuille de route ne garantit pas l'absence de tension, elle offre un cadre pour les contenir et les arbitrer. C'est ici que se paye la question ouverte au scénario. Sans cohérence opérationnelle, aucune souveraineté durable ne peut s'installer. Au cœur de cette trajectoire en recomposition, un détail longtemps relégué à l'arrière-plan reprend toute son importance. Ces administrateurs et équipes civiles qui, dès les premiers ajustements, ont porté sans bruit les gestes initiaux du changement. Leur travail quotidien, loin des annonces et des controverses, constitue la trame humaine qui relie les données, les décisions et les récits analysés depuis le début. Ce sont eux qui donnent une continuité là où l'observateur extérieur ne perçoit souvent que des ruptures. Ce motif, esquissé plus tôt, trouve ici son écho. Il rappelle que la transformation institutionnelle ne se matérialise pas uniquement dans les choix stratégiques visibles, mais dans la capacité de femmes et d'hommes à s'approprier de nouvelles responsabilités. Lorsque les récits s'affrontent et que les pressions s'accumulent, cette persévérance silencieuse devient un facteur de stabilité rarement mesuré. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme un point de convergence symbolique. Sa trajectoire concentre attentes, critiques et projections, mais elle s'inscrit surtout dans un mouvement collectif qui le dépasse. Le changement ne repose pas sur un seul visage, il se diffuse à travers des pratiques renouvelées. L'idée est simple, rien de durable ne se construit sans ancrage humain réel. Ce rappel émotionnel ne clôt pas le débat, mais il en révèle la profondeur. Il prépare le terrain pour une sortie qui ne cherche pas à conclure, mais à ouvrir. Au terme de ce parcours, une idée s'impose sans s'imposer de force. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse largement une séquence institutionnelle ou un débat géopolitique circonscrit. Les tensions autour des ressources critiques, la reconfiguration des récits et les ajustements internes observés renvoient à une question plus vaste, partagée par de nombreuses sociétés contemporaines. Comment reprendre prise sur son avenir dans un système mondial sous pression ? Dans cet espace de résonance, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré agit comme un miroir plus que comme un modèle. Elle invite à réfléchir, non à imiter. Chaque contexte possède ses contraintes, ses marges et ses temporalités propres.